Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'Europe dans tous ses états à Porto, seconde ville du Portugal. Ce pays de 10 500 000 habitants est entré dans l'Union européenne en 86. Membre fondateur de la zone euro en 99, il a subi de plein fouet la crise économique au point de réclamer l'aide de la Troïka à hauteur de 78 milliards d'euros. Longtemps considéré comme pays modèle pour sa gestion de la crise, il a dû faire subir à son peuple une cure d'austérité qui s'est transformée en crise politique. Le point tout de suite. 78 milliards d'euros, c'est le montant du plan de sauvetage octroyé par la Troïka entre mai 2011 et juin 2014 au prix d'une cure d'austérité sans précédent. C'est précisément cette rigueur que contestent deux ministres début juillet en présentant leur démission avec fracas. Résultat, la coalition de centre-droit menée par Pedro Passos Coelho vacille et les marchés s'affolent. On évoque alors la possibilité d'élections anticipées que redoute le Premier ministre, car les socialistes affichent une large avance dans les sondages. Entre alors en piste le président portugais. Aníbal Cavaco Silva tente de jouer l'apaisement en invoquant l'urgence nationale et en affirmant sa confiance en un gouvernement remanié. Mais le mal est fait. Cette crise politique a attiré l'attention sur la fragilité persistante de l'économie portugaise et beaucoup pensent que M. Coelho aura du mal à finir en beauté son mandat, censé s'achever en 2015. Et pour mieux naviguer sur les eaux troubles de la politique et de l'économie portugaise, nous sommes en compagnie de Paulo Rangel. Bonjour, vous êtes député européen du Parti populaire européen. C'est d'ailleurs le parti au pouvoir en ce moment. Et vous nous emmenez où? Je vous emmène pour une croisière dans un rabello, que c'est le bateau que traditionnellement servait à transporter le Porto. Le Porto qui venait de la vallée du Douro. Le Portugal était au XVe siècle le pays le plus riche d'Europe et il a aujourd'hui de très beaux restes. Oui, c'est vrai. Porto, c'est une ville qui était très importante dans le Moyen-Âge et dans la formation du Portugal. Il était très riche avant la découverte parce qu'il était la ville des manufactures. Et après, au XIXe siècle, la révolution libérale, le capitalisme a commencé à Porto, ici au Portugal. Le combat contre l'absolutisme, contre l'influence très forte de l'Église catholique, avec la sécularisation, la révolution libérale et tout ça. Et Porto a devenu la capitale, je dirais, du travail, de l'économie, un peu comme Milan en Italie, un peu le Milan portugais, si nous pouvons dire. Alors il y a aussi peut-être un impact économique de la crise politique qui a été déclenchée par la démission surprise de deux ministres du gouvernement de M. Coelho, que vous soutenez donc. Est-ce que la crise politique profonde est résolue? Je pense que la crise profonde est résolue. Ça ne signifie pas que nous aurons un gouvernement de salut national, un gouvernement avec tous les partis, non. Ça signifie seulement qu'il y a une stabilisation des politiques. Nous pouvons garantir à nos créanciers qu'il y a quelques principes qui seront respectés. Sachant qu'il y a un grand plan d'aide de 78 milliards d'euros jusqu'à juin 2014, a-t-on été trop loin dans l'austérité? Ce que je pense, c'est que la grande préoccupation du Premier ministre et du gouvernement a été seulement de respecter intégralement, lettre pour lettre, l'accord avec la Troïka, le FMI, la Commission européenne, la Banque centrale européenne. Et nous avons un résultat tout à fait, je dirais, faible, parce qu'il y a des effets qui n'étaient pas prévus. L'augmentation brutale du chômage, même la récession qui a, par exemple, provoqué des chiffres au niveau du déficit qui sont des chiffres très étranges. Ces 12 derniers mois, 7% de déficit public, est-ce que c'était la bonne politique? Je pense que nous avons besoin d'un changement de politique. Et ça a été toujours ma opinion. Le problème, c'est que nous devons non seulement
convaincre notre collègue de parti, et ça a été très facile de le faire parce que les faits sont là. Le problème, c'est convaincre nos créanciers, et notamment le Troïka. La contraction de la croissance de 2% cette année, les Portugais la ressentent de plus en plus. En effet, diverses catégories sociales sont touchées par la politique de rigueur du gouvernement conservateur. On regarde ce reportage de notre envoyé spécial, Alix Le Bourdon. Sou Maria José, tenho 67 anos, sou reformada há 2 anos. Retraitée, mais loin d'être inactive. Dans le secret de son salon de 5 mètres carrés, l'ancienne couturière travaille encore 4 à 6 heures par jour. Cette machine, elle l'a achetée avec son premier salaire. C'était il y a plus de 45 ans, presque autant d'années de cotisation. Et pourtant aujourd'hui, elle ne perçoit que 306 € par mois. Les récentes mesures d'austérité n'ont pas épargné les petites retraites. Ils ont encore baissé ma retraite de 5 €. Ça ne paraît pas énorme comme ça, mais pour moi ça compte. Ils me les ont pris. Ils n'auraient pas dû. Couper dans les dépenses publiques, d'accord. Mais c'est dans les gros salaires qu'il faut piocher. Sinon on ne va pas s'en sortir. Malgré tout, elle s'estime heureuse d'avoir pu prendre sa retraite à 65 ans. Quelques mois plus tard, le gouvernement repoussait encore d'1 année l'âge légal de départ. Maria José n'a pas eu d'enfant, mais aujourd'hui, c'est pour les jeunes générations qu'elle et son mari s'inquiètent le plus. Olá, meu nome é António Lopes, trabalhava como engenheiro civil até há pouco tempo e agora sou agricultor. Cette serre a remplacé les 4 murs de son ancien bureau. Antonio travaillait dans la construction, mais en 2012, son entreprise a licencié 120 employés sur 140. Après l'effondrement du secteur du bâtiment, impossible de retrouver un emploi dans sa branche, malgré son bac+5. Sincèrement, je n'aurais jamais pensé devenir agriculteur. D'un côté, la crise m'a ouvert le monde de l'agriculture, mais de l'autre, j'ai perdu une partie conséquente de mon salaire. Aujourd'hui, Antonio gagne 700 € par mois, soit 1 300 € de moins que son salaire d'ingénieur. Malgré tout, lui et ses collègues s'estiment chanceux de pouvoir travailler, alors que le chômage touche plus de 18% de la population. Olá, eu sou Guilherme Batista, encontro-me no desemprego há 3 ans. Depuis 2010, ce père de famille a envoyé plus de 200 CV, suivi 2 formations sans succès. Il n'a même pas pu décrocher un entretien. Bibliothécaire, sa femme gagne 565 € par mois. C'est le salaire minimum au Portugal. Pour faire vivre sa famille, elle a dû accepter un 2e emploi de femme de ménage. Il faut qu'on se serre la ceinture. C'est terrible, on n'a plus la même joie de vivre qu'avant. Leur fille commencera ses études supérieures l'année prochaine. Problème, les mesures d'austérité ont réduit de 6% l'allocation chômage de Guilherme. Par jour, il touche à peine 14 €. J'appréhende le moment où Raquel va commencer ses études. J'ai peur qu'elle soit contrainte d'arrêter en cours car je n'aurai pas les moyens. En attendant, la famille essaie tant bien que mal de mettre un peu d'argent de côté. Les courses se font au détriment de la qualité. Depuis 2011, la TVA s'élève à 23% sur certains produits. J'adorais l'espadon, surtout grillé. Maintenant, je ne peux plus me le permettre. La morue non plus. Le poulpe, je n'y pense même plus. C'est tout à fait exclu. Guilherme a été victime d'un licenciement économique qu'il conteste. Avec un ancien collègue, il se rend dans les locaux de son syndicat pour étudier les recours possibles. C'est le résultat de la crise, bien sûr, mais aussi de toutes ces mesures injustes qui ont été adoptées et qui ont créé beaucoup de difficultés, notamment aux petites entreprises. Au sein du syndicat, des cas comme celui de Guilherme sont de plus en plus fréquents. Je suis en dépression profonde. Je m'enfonce, de jour en jour un peu plus. Je ne vois aucune lumière au bout du tunnel. Olá, meu nome é Luís Reis e sou o presidente da Confederação de Serviços de Portugal. À la tête d'une chaîne de grands magasins, ce chef d'entreprise a récemment tiré la sonnette d'alarme contre l'austérité. Une dose d'austérité était nécessaire, mais en même temps, ces 2 dernières années, il est clair qu'une partie du plan d'austérité est allée beaucoup trop loin.
Résultat, en 2012, la croissance portugaise s'est rétractée de plus de 2%. Ce peuple de travailleurs avait un temps accepté de se serrer la ceinture, mais aujourd'hui, il s'insurge contre des mesures qu'il considère aussi drastiques qu'inefficaces. Le Portugal a été soumis à une sorte de dictature des finances au détriment de l'économie. Il faut un équilibre plus grand. Un pays ne se développe pas sans une économie forte. En attendant, le bilan est bien sombre après 2 ans d'austérité. La population est au bord de l'asphyxie et la situation économique du pays est loin de s'être améliorée. Paulo, vous nous avez emmené au nord de Porto, à 30 km, devant cette conserverie qui, pour vous, est une véritable success story. Pourquoi? La conserverie, c'est une industrie traditionnelle portugaise. Il y a même quelques efforts, je dirais, de récupérer les marques traditionnelles. C'est une vision, je dirais, rétro, un certain enchantement avec le rétro. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'il y avait une petite usine avec 130 travailleurs au milieu de ces petites villes de pêcheurs. Ils ont acheté l'usine, ils ont maintenu tous les travailleurs et après ils ont acheté cette nouvelle installation. Ils ont essayé de faire un mélange de la plus sophistiquée technologie avec l'intervention humaine plus artisanale. On va rencontrer tout de suite Rui Ferreira Marques. C'est une entreprise qui a 75 années. Nous sommes dans l'entreprise seulement à 10 mois. Nous expectons faire un chiffre d'affaires cette année de 12 millions d'euros. 75% c'est pour exportation pour tout le monde. Le principal pays c'est les États-Unis. Et Minerva, c'est une marque que nous avons comme top qualité et qui est seulement faite avec des sardines portugaises fraîches. C'est vrai que l'industrie traditionnelle portugaise, elle a beaucoup souffert dans les années 2000 de l'entrée de 12 nouveaux membres dans l'Union européenne, tous ces pays de l'Est qui sont devenus les ateliers de l'Europe. Oui, l'industrie portugaise a souffert très très fortement. C'est un pacte de l'élargissement, aussi de l'entrée de la Chine et de l'Inde dans l'OMC. Mais en même temps, je pense qu'il y avait des décisions politiques erronées. De faire une, je dirais, concentration d'efforts financiers et économiques dans les services qui n'ont pas de production. Je pense que maintenant nous sommes en train de changer parce que l'industrie des chaussures et l'industrie des textiles qui étaient mortes ici au nord du Portugal sont maintenant les champions des exportations. Est-ce que vous avez le sentiment que le plan pour l'emploi des jeunes de 6 milliards d'euros sur 2 ans, annoncé en grande pompe par le couple franco-allemand, va avoir des effets, un impact très concret sur le Portugal? J'ai espoir que nous aurons quelques effets de cette initiative, mais je pense que quand même c'est une initiative très faible. Certains Portugais ont été très choqués, voire surpris par un chômage qui a brusquement augmenté jusqu'à un niveau record de 18%. Certains chômeurs ont d'ailleurs choisi le système D comme débrouillardise. Ils partent sur les bords de mer à la pêche, à la palourde, au péril de leur vie parfois, comme nous le montre ce reportage signé de notre correspondante Adeline Perset. Il est 8 h du matin sur les bords du Tage à Lisbonne. Nous embarquons dans ce petit bateau avec Ulice, Antonio, Vitor, tous chômeurs et tous braconniers. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour survivre, c'est d'aller plonger dans le fleuve pour pêcher illégalement des palourdes qu'ils revendent au marché noir. Nous allons sur les bancs de sable au milieu du fleuve. C'est ici que sont les palourdes et les gens qui les ramassent. Ce sont tous des chômeurs qui essayent de gagner de quoi vivre.
Et j'ai l'impression qu'il y a toujours plus de gens à venir à mesure que le chômage augmente. Ces pêcheurs de fortune disent gagner entre 500 et 600 euros par mois avec les palourdes. Cela nous donne à peine de quoi vivre. On nous achète les palourdes 2,25 € le kilo. À ce prix, il faudrait en ramener des wagons entiers. Et puis nous avons beaucoup de frais. Il y a l'essence, le conducteur du bateau. Surtout, ces hommes risquent leur vie en plongeant dans des conditions de sécurité délétères. Pour échapper à la police, ils descendent sans bouée de signalisation. Les courants sont très forts, la visibilité mauvaise. Les accidents graves sont très fréquents. L'an dernier, 2 plongeurs sont morts ici, en essayant de faire survivre leur famille. Nous pouvons nous tuer ou voir la police venir nous prendre tout le matériel. Des amendes de 500 à 3000 euros frappent parfois les pêcheurs illégaux, ceux qui plongent, mais aussi ces pêcheurs à pied venus en bateau au milieu du fleuve. Pendant les quelques heures où la mer est assez basse, ils sont de plus en plus nombreux à plonger leur bêche dans ces bancs de sable. Presque tous sont chômeurs, comme Miguel. Les palourdes ne suffisent pas pour couvrir nos dépenses, mais il faut bien survivre, c'est comme ça. Quand on ne peut pas pêcher, on reste chez nous à rien faire. Après 2 heures sous l'eau, sans pause, les plongeurs remontent sur le bateau. La pêche du jour est plutôt décevante. Ces palourdes seront revendues à un grossiste qui les distribuera au marché noir, aux grands restaurants de Lisbonne, mais aussi en bout de chaîne, à des grandes surfaces dans toute l'Europe. C'est au cœur de Porto que nous refermons la première partie de notre émission. Mais nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes, juste après la pause, pour une seconde partie consacrée à Lisbonne, la capitale du Portugal.